Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui chez Arcus, le fabricant français de blindés qui équipe pas que la France d'ailleurs, plein de pays. Et on va voir 3 véhicules aujourd'hui en commençant par le VAB. On a la chance d'être avec Nicolas. Nicolas, bonjour. Bonjour. Le VAB, c'est un blindé de transport de troupes qui date à la base des années 80, c'est ça? Oh, même 74, la première version. Nous, on l'a mis au goût du jour, on a tout refait début 2000. Ça, c'est le VAB Mark III, donc la 3e version, en fait, qui est plus destiné à l'export, qui n'est pas forcément un produit France. Par contre, c'est un véhicule qui a toutes les dernières technos, qui est très protégé contre la balistique, contre la mine. Moi, la première chose qui me marque quand je compare avec le VAB que je connais, bon, alors déjà, il est beaucoup plus spacieux. Ouais. Il est beaucoup plus lumineux. Oui. Alors, c'était quoi l'objectif? Le confort, hein, quand vous êtes baladé 8 heures dans un véhicule comme ça, celui-là, il a une clim, voire une clim tropicalisée pour les pays très chauds, c'est très important. Faut vous imaginer 8 heures sanglés dans les sièges, à pas vraiment voir l'extérieur. La seule chose que vous avez, c'est des fenêtres qui vous permettent de savoir si c'est le jour ou la nuit. Et puis d'avoir un petit repère à l'horizon, ça rend moins malade, parce que quand c'est complètement fermé, c'est un peu comme un sous-marin, mais qui se coule beaucoup plus. Et la clim individuelle qui est juste devant moi. Ouais, bon, distribution, ouais. ça, c'est du petit confort. Devant nous, pareil, ça, il n'y avait pas sur le VAB classique. C'est le poste de tir du Hornet Acheron. Donc, on a un tourello téléopéré sur le toit 12,7 mm et un missile anti-char de 5e génération MBDA Acheron MP qui équipe déjà l'armée française en poste de tir fixe. Tu as le poste de tir fixe ici. Ce qu'il faut savoir, qu'on a mis un missile sur le toit, c'est pour faire du tir d'opportunité. Mais un VAB n'a pas vocation à aller chercher du char en direct. S'il veut aller chercher du char, l'équipage descend avec son poste de tir, fait 2 km allongé dans un fourré, tire sans se faire voir et repart dans le VAB. Ce que je peux te montrer aussi, c'est sur la mine. Le plancher que tu vois, c'est pas un vrai plancher. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si une mine explose, le plancher va se déformer, mais il ne va pas venir impacter le plancher qui est visible là. Et il y a une autre chose à noter, 2 autres choses à noter. Pour éviter que les efforts de la mine remontent dans les soldats qui sont attachés, les sièges ils sont sur les parois, ils ne sont pas attachés en bas. D'accord. Ça limite les remontées. Et dernier point, ici il y a les repose-pieds. Quand on est en risque mine, on met les pieds dessus. Pourquoi? Parce que si la mine saute, au moins les efforts ne remontent pas directement dans les tibias. Il faut savoir un truc, hein, un véhicule qui résiste à la mine, le véhicule il ne résiste pas en lui-même. Hein. C'est les gars dedans qui peuvent retourner travailler le lendemain. Excellent. Alors, sur le dessus, on a parlé. Eh, mais je vois un drone là-haut. Il a même un câble d'ailleurs. Il a même un câble d'ailleurs en dessous de lui. Il y a plein d'avantages. Le premier, c'est que vous n'avez pas besoin de brevet de pilote. Ouais. Dans le véhicule, il y a un bouton monter-descendre. Puis après, vous utilisez juste la caméra. Le deuxième, c'est qu'il peut être en vol 24 heures sur 24. Donc, quoi que vous fassiez, vous pouvez avoir au-dessus de vous, à 70 mètres, une très bonne optique qui va surveiller tout le champ de bataille autour. C'est très Parce intéressant. qu'évidemment, il y a l'électricité qui passe par ce câble. Et le signal. Donc, en plus, il n'est pas brouillable et il n'émet pas. Contrairement à tous les drones que vous téléopérez, quand vous allumez votre drone, vous émettez, l'ennemi peut vous tomber dessus. Là, c'est complètement discret. Donc, c'est un produit qui nous intéresse vachement, qui ne fait pas tout ce que fait un drone qui peut aller voir à 5 km. Mais pour faire une bulle de protection et surveiller un peu ce qui se passe autour, c'est hyper intéressant parce que c'est en continu, facile à utiliser et discret, ça n'émet pas. Qu'est-ce que c'est les petits, je sais pas, c'est un capteur, un radar? Ça, c'est les systèmes de radio. C'est un fournisseur qui s'appelle Blue Wireless, qui travaille sur des gammes de fréquences assez élevées. C'est des radios à faible probabilité de détection et faible probabilité d'interception. Alors, ce n'est pas des radios qui vont couvrir un champ de bataille de 50 km, mais si vous avez 5-6 véhicules qui progressent en ligne espacés de 2 km, ça va créer un réseau entre tous les véhicules et ils vont pouvoir partager tout ce qu'ils voient. Et si vous avez des alertes, si un des drones voit quelque chose, il peut envoyer l'image au véhicule tout au bout. Partage la situation tactique. Exactement. Ce sera pareil avec les autres senseurs qu'on a, détecteurs d'alerte laser, les caméras et le détecteur de départ de coup qu'on va regarder après. Quand il y a une information qui tombe, elle peut être partagée entre tous les véhicules de la flotte. Là, on a ce qu'on appelle le pilar de Metravib. Donc ça, c'est un détecteur de départ de coup. Ça va entendre les départs de coup, les classifier. Donc ça peut vous dire, c'est du 5,56, du 7,62, du 100, du 105. Il va donner l'axe et il va transmettre l'information à un système qu'on appelle BattleNet qui va fusionner toutes les informations. Que va faire BattleNet sur un départ de coup? Il va prévenir le pilote. Il va prévenir surtout le chef de bord et le tireur. Le tourello va pointer automatiquement dans la direction de la menace et après ils peuvent traiter comme ils veulent. Donc ça, c'est une manière de détecter. Alors le pilar, c'est super bien, mais ça détecte une fois que le coup est parti. Ce serait plus intéressant de détecter avant que ça démarre. Donc pour ça, on a un système de laser warning system. Donc c'est le petit capteur qui est là. Il y en a 4 autour du véhicule.
quand un char, par exemple, veut tirer sur un véhicule, il va faire une télémétrie. Avec un laser, il va aller mesurer la distance pour pouvoir régler son tir. Ce système est capable de le détecter. Il va détecter 7 types de lasers, parce que chaque laser a sa signature. Il va le classifier, il va informer Battle.net, qui va informer le chef de bord et le tireur de la menace. Et comme on a intégré un logiciel de traitement de ces informations-là, il va remonter la meilleure chose à faire dans le cas précis. Donc il va proposer des solutions à l'équipage. Exactement, qui sont réfléchies en amont, qui sont travaillées par les spécialistes, qui sont travaillées par la doctrine du pays en question. En l'occurrence, si on prend une télémétrie, l'idée c'est de bouger, évidemment, puisqu'on était mesuré en distance, donc il faut essayer de changer pour brouiller. On peut envoyer un écran de fumée, c'est pas obligatoire, mais en général, ce qu'on va faire avant, c'est qu'avec le tourello, qu'on va venir aligner sur la menace, on va venir pouvoir vérifier quelle est la menace et traiter en conséquence. Donc là, c'est le fameux lance-missile Acheron qui est ici, dont on parlait quand on était à l'intérieur. Tout à fait. Là, c'est des caméras classiques pour regarder tout autour de soi, c'est ça? Alors, classique, oui, c'est des caméras Bertin Technologies, jour-nuit, d'une très haute précision en fait, qui redescendent donc sur nos systèmes de Battle.net, chef de bord, évidemment, chef de bord qui a une vision 360. Le pilote peut utiliser la caméra, il y en a 4, il peut utiliser celle de l'avant pour faire de la conduite de nuit, typiquement, même s'il n'a pas les JVN, il est capable de Il peut quand même piloter même sans de nuit, ok. C'est épuré maintenant. Hein. Ouais. Chef de bord qui est ici à droite avec son écran Battle.net. Donc on a voulu les reporter à l'extérieur pour la démonstration, mais évidemment ils sont intégrés directement. On a pas mal de choses, un peu de confort aussi. Maintenant, si tu fais le tour du stand, tu verras que tous les véhicules ou presque ont un vérin d'ouverture et de fermeture de porte. Okay. Pourquoi? Parce que les protections elles augmentent de plus en plus, donc les portes sont très lourdes. Donc on est obligé d'ajouter des systèmes pour automatiser les portes. Allez, on passe au Scarabée. Alors le Scarabée, c'est quoi? C'est un prototype? C'est l'avenir ça? Alors c'est un prototype. C'était notre proposition pour un programme France qui s'appelle VBAE, le véhicule blindé d'aide à l'engagement. C'est un véhicule qui font de la reco, qui vont remplacer VBL. Donc nous, on voulait faire un démonstrateur technologique pour montrer ce qu'on sait faire, pour faire des propositions, pour peser. Voilà. Il a réussi son rôle puisque VBAE est en cours à travers des projets européens, des projets DGA, on travaille dessus. Du coup, nous, on s'en sert aujourd'hui comme banque grandeur nature pour tester plein de technologies. On peut commencer par le moteur, la motorisation. Donc le Scarabée, c'est le premier véhicule hybride. Il y a un V6 diesel de 300 chevaux et une tranche électrique de 100 chevaux avec une batterie d'environ 12 kWh. Il peut faire une dizaine de kilomètres en silence, ce qui est largement suffisant pour faire les 2 derniers kilomètres quand on fait une approche en reco, revenir vers l'arrière pour rendre compte, recharger les batteries en même temps. Voilà. Après, on est sur un véhicule à 8 tonnes 400 chevaux, donc c'est un rapport poids-puissance qui est énorme pour les véhicules militaires, parce qu'en fait c'est un challenge de faire un véhicule de 8 tonnes pour 4 personnes qui soient protégées d'un certain niveau. Quand ça peut être léger, c'est léger. Là, il y a le moteur derrière, donc on n'a pas besoin de protéger. Alors, laisse-moi deviner, il y a d'abord la protection normale contre le calibre normal, contre les fusils d'assaut. Oui. C'est un surblindage? Et ça, c'est un surblindage, oui. Qui peut varier en fonction de la demande du client. D'accord? Souvent, la stratégie, c'est la première couche, elle fait éclater le projectile, et la deuxième finit de l'arrêter. Ok. Mais pareil, en termes de protection, le sol, c'est double épaisseur, comme on a vu avec le VAB? C'est comme sur le VAB, en fait, on voit que les opérateurs ne touchent pas le sol, le siège ne touche pas le sol, les pieds ne touchent pas le sol. Tout ça, c'est toujours pour isoler d'un éventuel choc. On a un train arrière directeur, il fait demi-tour sur place, c'est très très intéressant, surtout sur un véhicule de reco. Il peut aussi faire du crabe, c'est-à-dire les mettre dans le même sens. Ok. C'est moins souvent utile, mais tu peux imaginer des cas de combat en ville où tu veux rester face à l'ennemi parce que ton arme est déjà pointée et que ta protection est meilleure devant et tu viens te décaler derrière un abri. Avec l'opérateur ici qui peut gérer la tourelle. Pour être tout à fait précis, effectivement, on a le chef de bord, le tireur et le quatrième, c'est plus un star-pontin qui est souvent prévu pour un traducteur ou pour un fixeur local ou ce genre de personne. D'accord. Parce que la mission reco en VBL se fait à 3 ou alors c'est un spécialiste. Une force spéciale, un spécialiste de la radio parce qu'on va aller faire de l'interception ou ce genre de choses. Alors là, tu as un tourello avec un radar, effectivement. C'est la même base technique que celui qu'on a vu sur le VAB. Donc là, on travaille à essayer de capter les drones avec notre radar, de faire de la trajectoire, d'essayer de voir où ils vont aller pour aider l'opérateur à viser. Dessus est monté un LGA-40, donc le lance-grenade automatique 40 mm avec des munitions Airburst programmables. Donc en fait, l'idée, c'est comme le radar a mesuré la distance à laquelle est la menace, il va lui dire tu vas exploser dans 1,2 secondes après la sortie du canon.
Et il y a 2 antennes que je ne reconnais pas. Ça nous sert aussi de banc d'essai pour la robotisation des véhicules un peu plus lourds. Tout à l'heure, on ira voir un robot d'1,7 tonne. Là, on est sur 8 tonnes et on veut le robotiser. Pourquoi? Parce que le client nous demande de pouvoir téléopérer certains véhicules pour fonctionner dans des environnements qui peuvent être dangereux. On l'a fait rouler au Techno Days l'année dernière, avec personne dedans. Et il faisait des ronds sur le parking. On pouvait l'emmener où on voulait, prendre des rampes. Voilà, tout l'intérêt, c'est de pouvoir déporter des charges utiles où on veut. Donc en fait, il nous sert de banc d'essai pour la téléopération, la robotisation. Il nous sert aussi, alors c'est beaucoup moins visuel, mais il nous sert aussi de laboratoire pour les humps. Le humps, c'est le fait d'utiliser tous les capteurs du véhicule de la chaîne cinématique, de remonter les datas et de les garder. Et en fait, tu fais du big data avec. Et quand tu le downloads, tu fais tourner des softwares dessus pour voir ce qu'a vécu le véhicule. Et tu peux anticiper. La maintenance prédictive et tout le voilà, reste. qui est en maintenance prédictive en humps. Alors, avec celui-là, on est en plus capable de le transmettre en temps réel. Le dernier petit truc qui est assez sympa et qui est vraiment une nouveauté qui descend des avions de chasse, c'est Sodern qui fait ça. Et donc, c'est un sextant électronique. C'est une caméra qui permet de suivre les étoiles, même de jour. Certaines conditions, quand le ciel est bouché, on ne les voit pas. Mais 2 jours sur un ciel bleu, nous, on ne les voit pas, la caméra les voit. Et donc, ça permet de recaler le GPS, de vérifier que le GPS n'est pas en train d'être spoofé. La plus grosse demande des clients, c'est d'être sûr de la position où on est, surtout quand on fait de la reco et qu'on donne des positions à bombarder. Je vais quand même aussi rajouter un petit truc. C'est les avions de chasse, oui, mais il y a aussi les pauvres navigateurs aériens avec un sextant dans les Atlantique 2 qui ont malheureusement eu à apprendre à se servir de recaler l'avion sur les étoiles. On faisait ça à la main à l'époque. Il y en avait dans le Transal aussi, il y avait encore le trou sur le plafond. Ouais. Alors là, ce qu'on présente, c'est un robot pur. C'est-à-dire qu'il n'y a personne assis dedans. Alors l'idée, c'est de proposer au client une plateforme, d'accord, assez polyvalente, avec une surface intéressante, une charge utile de 700 kg. Dessous, on a une base civile, éprouvée, vérifiée, déjà en service dans l'armée française. On considère que la base technique est très bonne et qu'il n'y a pas besoin d'en dessiner une. On l'a évidemment amélioré et modifié puisqu'on a un train arrière directeur, on a des suspensions renforcées. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est tous les capteurs et senseurs pour pouvoir piloter, tout ce qui est intelligence de conduite, tout ce qui est aide à la navigation, aide à la conduite. Donc là, les 2 missions, il fait mule, il transporte des charges lourdes pour éviter aux pauvres soldats de se le trimballer. Et on a Là, il a fallu faire un choix pour le salon. Nous, on présente la plateforme. Là, on l'a présenté avec une version, est-ce que je peux la qualifier de sexy? J'aime bien. Ouais. D'accompagnement d'un groupe d'infanterie. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était les véhicules avec 8 places. Il est tractable, il a sa barre de traction ici. On vient l'accrocher devant. Tu peux le mettre derrière n'importe quel véhicule de l'armée française, en fait. Évidemment, là, c'est le véhicule d'accompagnement de l'infanterie. Ils portent l'arme collective. Ils vont tous poser leur sac 48 heures, quelques munitions. Tu verras derrière 2 AT4CS en cas de rencontre fortuite. On peut mettre ce qu'on veut. Peu importe, tu peux mettre de la guerre électronique, tu peux faire une bulle anti-drone. Tu peux mettre ça aux 4 coins d'une base aérienne avec des Mistral. Il fera le job tout seul. L'avantage, c'est que il peut avoir le radar et s'il est repéré, il n'y a personne à côté. Parce que dès qu'on allume un radar aujourd'hui, on se met en danger. Les amis, c'était complet. J'espère que ça vous a plu. Arcus, ils font plein d'autres véhicules. On en a vu quelques-uns là-bas derrière. Voilà, c'est une belle boîte. Un grand merci pour toutes ces explications. Puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vous mettrai peut-être quelques liens. Vous recrutez, je suppose, comme tout le monde. Oui, il y a un bureau de recrutement au milieu du stand. Bon, la vidéo, on la publiera après le salon, donc je vous mettrai le site, ce sera plus facile. Vous n'aurez pas le temps de venir. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description de la vidéo pour jouer à Conflict of Nations, le jeu PVP temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial au XXIe siècle et dans lequel vous pourrez choisir votre stratégie. Engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. En plus, vous aurez un cadeau exclusif de 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement gratuit en suivant le lien en commentaire de la vidéo. Et ne perdez pas de temps car ce n'est valable que pendant 30 jours. Merci Nicolas. Je t'en prie. À bientôt les amis.